Salut à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ambitieuse. Avec cet épisode de cette semaine, on marque officiellement les 1 an du podcast. Wouhou Ça fait 1 an que le podcast est sorti. Alors il a connu plusieurs noms le petit. Il a commencé son nouveau jour. Aujourd'hui c'est Ambitieuse. Mais le 9 mai, il a fêté ses 1 an. Alors je sais pas exactement combien d'épisodes on a sorti en l'espace d'1 an, mais une grosse cinquantaine si je me trompe pas. Donc sachant qu'il y a 52 semaines par an, c'est incroyable de dire que quasiment toutes les semaines depuis 1 an, je vous sors un épisode. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous avez depuis 1 an ma voix dans vos oreilles toutes les semaines. Enfin c'est incroyable en fait, quand je pense à ça, je me dis mais attends, c'est dingue en fait, genre c'est un accomplissement. Juste, je m'applaudis moi-même, là je me prends le temps de me célébrer parce qu'en général les épisodes de podcast, les chaînes, la grande majorité ne va pas au-delà de 7 épisodes. Donc là de me dire qu'on est à plus d'une cinquantaine, franchement je me dis bon ok, genre j'ai cravaché, je sais qu'il y a des moments qui ont été hyper compliqués, mais le fait de célébrer aujourd'hui les 1 an, ça montre que je suis passée au-dessus de ces moments de down que j'ai pu avoir de temps en temps, les remises en question, que je me suis accrochée, que des fois c'était la discipline qui prenait le dessus plus sur la motivation ou sur l'inspiration, mais que je suis restée consistante et je suis trop fière de moi, genre juste pour ça ça vaut le coup de célébrer en fait. Je voulais quand même marquer le coup avec l'épisode du coup qui célèbre les 1 an et je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer les 1 an. Je me suis creusé un peu les méninges et c'est venu assez naturellement. En l'espace d'1 an, il y a quand même eu un gros changement majeur qui touche d'ailleurs directement au podcast et qui était un des premiers sujets abordés d'ailleurs sur le podcast. C'était la peur du regard des autres et du jugement des autres. Et je me suis dit mais purée, ça fait hyper sens de réaborder ce sujet-là 1 an après parce que purée, j'ai l'impression d'être une personne complètement différente. Quand j'ai commencé le podcast il y a 1 an, je sortais depuis quelques mois du salariat et à ce moment-là dans le salariat, j'étais le genre de personne, alors depuis toute petite, mais j'étais le genre de personne qui rougissait dès qu'elle devait prendre la parole, genre pendant les réunions, je me rappelle, mais il fallait déjà que je me prépare genre 2 minutes avant chaque intervention, que je rougissais pendant toute mon intervention, qu'on me regardait en mode Hélène, t'es toute rouge. Et j'étais là, ah, oui, super, merci, ça n'aide pas du tout. Donc j'avais un peu ces bases-là au moment de sortir le podcast et surtout il m'avait fallu 4 mois pour arriver à sortir le premier épisode. Entre le moment où j'avais acheté mon micro, que j'avais tourné les 2 premiers épisodes, que j'étais pas satisfaite, que je les avais retournés, etc. Il avait fallu 4 mois avant de vous pondre un épisode de podcast dans les oreilles. Et aujourd'hui je me dis mais attends, c'est incroyable parce que mes épisodes de podcast, je les fais un peu à la dernière minute. Bon, j'en suis pas trop fière parce que ça me génère du stress, mais quand même, je les fais un peu à la dernière minute et surtout, il y a même plus de débat. Enfin, ce qui me cause le plus de stress dans le fait de faire des podcasts chaque semaine, c'est plus de trouver un sujet, de le scripter. Mais une fois que je suis devant la caméra, en général, c'est fluide, ça déroule tout seul. J'avoue que des fois, il y a des petits accros sur certains épisodes, mais c'est un épisode tous les 8 épisodes, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très rare. Et je me dis, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a 1 an et demi encore, quand j'étais salariée, je rougissais, j'étais en PLS dès qu'il fallait prendre la parole et qu'aujourd'hui je suis grave à faire le clown, enfin il n'y a même plus de débat en fait, genre je prends la parole, que ce soit alors effectivement derrière le micro, mais que ce soit aussi dans des présentations, des fois où on est, vous savez, on a un groupe, une assemblée, que ce soit la communauté, que ce soit prendre la parole sur des ateliers, il n'y a aucun souci, enfin je suis là à faire le show et j'adore ça. Donc je me dis mais qu'est-ce qui a changé en l'espace d'1 an? Et c'est exactement ça que j'ai envie de partager dans cet épisode, les 3 grands piliers sur lesquels j'ai travaillé et qui ont fait un véritable changement dans ma peur du regard des autres et dans ma peur de la critique et du jugement des autres. Alors vous en doutez bien, je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain en mode ok super, aujourd'hui je n'ai plus peur du regard des autres. Vraiment ça a été un travail de longue haleine sur 1 an et du coup j'ai identifié 3 piliers qui ont vraiment tout changé et qui sont en plus de nature très différente. Et c'est ça aussi je pense la clé, c'est que souvent on se dit ok c'est juste une histoire de confiance en moi, faut que je travaille ma confiance en moi, mon rapport à mon corps et c'est bon, ça ira. Bah non, c'est pas que là-dedans que tout réside, pour ne plus craindre le regard des autres, pour ne plus craindre le jugement, mais c'est vraiment toute une complétude de différents piliers, en tout cas pour ma part, qui m'ont vraiment permis d'arriver à passer au-delà de ça et aujourd'hui de pouvoir faire le clown devant la caméra. Donc on y va, la première grosse différence que je constate entre les épisodes de podcast il y a 1 an et les épisodes de podcast aujourd'hui, alors faut vraiment être là depuis le début pour le remarquer, mais c'est qu'il y a 1 an, il y avait beaucoup plus de théorie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui je suis beaucoup plus dans du storytelling, je vous partage facilement mes expériences, ce que je vis, je fais preuve de beaucoup de vulnérabilité, alors qu'il y a 1 an, je vous partageais vraiment des choses très carrées. C'était vraiment des choses que je cherchais sur internet, genre je faisais des grosses recherches avant, et alors c'est pas une histoire
juste de qualité de ce que j'ai envie de vous apporter, c'est plus une histoire aussi de légitimité et d'aisance. Parce que quand on se cache derrière la théorie, c'est vraiment, faut imaginer qu'on est un peu en train de se mettre un masque. C'est un peu l'ambivalence de ok, je me montre à la caméra, genre je sors quand même de ma zone de confort, mais en même temps je me monte pas trop et je me mouille pas trop parce que je reste du coup cachée derrière ma théorie et mes grands principes. Parce que quand c'est des preuves scientifiques, quand on se base sur des recherches, sur des choses fondées, on ne peut pas venir nous critiquer. Et donc, à ce moment-là, on se montre, mais sans vraiment se montrer soi-même, sa manière de penser, sa manière d'être authentique, notre manière de voir les choses et de voir le monde. Donc vraiment, on se montre, mais qu'à moitié. Donc effectivement, c'était vachement bien parce que c'est les premiers baby steps, c'est super, c'est vraiment ça commence à construire notre confiance et c'est génial de commencer par là. Le seul risque, c'est de ne pas s'enfermer quand même là-dedans parce que la théorie c'est bien, mais comme on dit, c'est très très lisse, ça représente pas du tout qui tu es et ta confiance qui va en découler, elle va forcément plafonner à un moment parce que c'est comme si tu portais constamment un masque, que tu surveillais un peu tes paroles, que tu surveillais la manière dont tu disais les choses. Je me rappelle, purée, mais qu'est-ce que je scriptais mes épisodes de podcast avant, limite à la phrase près. Et quand je ne respectais pas la phrase que je disais, et ben j'étais en mode oula, mais attends, là je pars peut-être un peu trop dans ce que je pense, dans tout ça. C'est une possibilité du coup de me faire critiquer. Attends, on va quand même prendre un step back parce qu'il faudrait pas commencer à faire polémie sur les réseaux. Donc c'est une très bonne manière de commencer à se montrer sur les réseaux, mais je trouve que ça a quand même ses limites parce que dans un monde où j'ai l'impression qu'on est déjà un peu tous des clones, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin on va pas se le cacher, par exemple des coachs, moi il y en a 50 000 sur le marché, quel que soit votre domaine, enfin je veux dire vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas nichés malheureusement, vous êtes la seule personne dans votre secteur et vu qu'on est tous un peu des clones les uns des autres, qu'on fait à peu près les mêmes formations, qu'on a tous la même théorie un peu à mettre sur la table, et ben c'est vraiment à travers notre énergie, notre ton, nos expériences, nos témoignages, à travers juste qui on est que là on fait une vraie différenciation et c'est en gagnant en aisance justement et en s'assumant pleinement, en sortant de ce côté très théorie qu'on arrive vraiment à montrer qui on est et à rester authentique quand on fait par exemple du fast cam comme ça. Et ce qui m'a permis du coup de passer à ce côté très théorie et ce côté aujourd'hui beaucoup plus authentique, beaucoup plus storytelling, ça a été un vrai travail de déconstruction quand même, parce qu'il a vraiment fallu que je déconstruise la croyance de pour que je sois intéressante, il faut que j'apporte de la valeur, il faut en gros que mon épisode de podcast change des vies en l'espace de 30 minutes dans les oreilles. Sauf que pour moi la valeur elle passait forcément par du contenu éducatif, par 7 clés pour arriver à faire tomber X ou Y peur, 3 actions qui peuvent te permettre de révolutionner ton business, bref des choses un peu comme ça où c'était toujours de la valeur et de la valeur. Sauf que déjà, ça me demandait un temps considérable juste à faire l'épisode, à le scripter. Vraiment, au début, pour sortir un épisode de podcast par semaine, ça me prenait une journée entière, genre le scriptage, le montage, le tournage. Enfin, bref, c'était lunaire et ça m'avait vite aussi dégoûté. Mais ce qui m'a permis du coup de faire tomber cette croyance de il faut que j'apporte de la valeur éducative à chaque épisode, c'était de comprendre qu'en fait, la valeur, elle ne venait pas que du contenu éducatif, mais qu'elle pouvait venir aussi de ma personne. Et ça a été vraiment toute une séance de coaching avec Morgane, c'est comprendre qu'en fait, la valeur que j'ai, elle ne passe pas que par ce que je vous apporte en termes de théorie, en termes de clés, etc. Mais elle passe aussi par qui je suis. Et donc là, ça demande un gros travail sur de l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Mais c'est prendre conscience qu'en fait, ce que vous aimez aussi, et enfin en tout cas ce que je pense que vous aimez aussi et pourquoi vous suivez le podcast, c'est pour mon énergie, c'est pour mon storytelling justement, par les expériences que je vous partage, par l'inspiration que je peux vous provoquer. Enfin on me dit souvent, justement ton côté passage à l'action, ça résonne beaucoup et ça nous pousse justement à passer à l'action, ça nous inspire beaucoup. Et en fait, c'est d'arriver à me dire, ok, en fait, je peux apporter de la valeur autrement que par juste des connaissances et par le biais de mon intelligence. Et donc tourner les épisodes, ça devient aussi beaucoup plus naturel et juste les préparer, les scripter, c'est beaucoup plus fluide aussi. Parce que du coup, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement et comment est-ce que je l'ai vécu. Typiquement, là, pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, je suis pas allée faire des recherches sur Internet en me disant, ok, comment est-ce que on fait tomber cette peur-là? Parce que typiquement, c'est ce que j'avais fait dans le précédent épisode sur la peur du jugement. Là, je suis vraiment partie de, ok, qu'est-ce que moi j'ai vécu? Et pour le coup, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur parce que c'est vraiment hyper authentique, c'est hyper incarné. Quand je vous parle, j'ai des exemples qui me viennent en tête. Enfin, c'est des choses qui sont quand même du coup très fluides et je me mets beaucoup moins la pression à être attachée à un script, à devoir respecter une certaine théorie, à devoir comprendre la théorie. Et c'est pas pour autant que ça a moins de valeur à vos yeux. Au contraire, je pense que vous identifiez encore plus à ce que je raconte parce que c'est incarné, c'est intégré. Genre, quand je vous en parle, je le vis, je sens encore les émotions à ce moment-là. Enfin, je vois encore les souvenirs devant mes yeux. Enfin, vraiment, je sais que j'incarne vraiment ce que je vous partage. Et donc, c'est un vrai cheminement de se rendre compte qu'en fait, la valeur, c'est nous.
c'est ce qu'on a vécu, c'est nos expériences, c'est nos témoignages, c'est tout ça. Et moi, au début, je me disais, mais c'est un peu égotique, en fait, genre de se rendre compte que c'est moi la valeur. Sauf qu'en fait, c'est vrai, c'est que c'est ce qui fait ma différenciation, c'est ce qui fait que tu vas venir me voir pour prendre un coaching avec moi, c'est ce qui fait que tu vas venir me demander conseil, c'est parce que tu t'identifies dans ce que je te raconte et tu vas naturellement, du coup, créer la confiance et voir la valeur dans les podcasts que je te sors. Et donc, ça touche à un truc encore plus profond qui est le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous, qu'on vit tous, surtout à nos débuts d'entrepreneuriat. C'est comprendre en fait que c'est pas parce que tu auras lu 70 bouquins, que tu auras suivi 70 formations, que tu auras plus de valeur qu'un autre sur le marché. Ce qui fait aussi ta valeur et ce qui, moi, m'a vachement rassurée, c'est de comprendre en fait que notre valeur dépend vraiment de notre expérience qu'on a vécue. Tu peux ne pas t'être formé forcément sur, par exemple, la spiritualité, tu vois, ce qui est mon cas. Genre, je lis des bouquins, je suis partie à Bali, mais j'ai jamais suivi une formation spiritualité. Enfin, je sais pas si ça existe, mais pour le coup, c'est par toutes les expériences que j'ai vécues, par ma manière d'appréhender les choses, par tout ce que, ouais, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont venues forger ce que je pense, ma manière de voir le monde, qu'aujourd'hui, je me sens à même de vous en parler parce que c'est vécu, c'est intégré. Genre, je n'ai pas de meilleure preuve que mon cheminement à moi, que ma manière de voir la vie, que la dernière fois, je vous faisais un épisode sur garder la foi, et bah quand je vous donnais des exemples, c'était vraiment ce que je vivais moi au quotidien, et pour moi, ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas, c'est pas dans des livres, c'est pas sur Google que tu vas trouver tout ça, et pourtant, c'est vraiment là qu'est la valeur, parce que si tu veux que les gens s'identifient à ce que tu racontes, mais que ce soit pour ton pro, que ce soit pour ton perso, si tu veux connecter avec les gens, il faut que ce soit vraiment des paroles qui viennent d'un endroit incarné. On sent quand les gens ils sont superficiels, on sent quand la personne elle joue un rôle en face de toi, alors que au contraire tu sens aussi quand la personne c'est naturel, tu sens que elle témoigne de choses qu'elle a vécues, qu'elle parle avec son cœur, bah là ça fait une vraie différence et naturellement tu as envie d'en savoir plus sur la personne, tu as envie de connecter avec elle, tu as envie de la revoir, tu as envie de l'avoir régulièrement dans tes oreilles. Enfin le nombre de podcasts moi que j'écoute où je sais typiquement un Chloé Bloom en ce moment c'est un peu mon modèle, c'est la nana, tu sens que tout ce qu'elle te partage, genre toute la valeur, il y a énormément de valeur dans ce qu'elle partage, mais c'est pas de la valeur théorique, c'est aussi de la valeur sur elle, son vécu. Genre on sent qu'elle a traversé toutes les réflexions qu'elle nous partage et c'est pour ça qu'on a autant de régularité dans les podcasts qu'on écoute, c'est parce qu'on connecte avec la personne d'un point de vue vraiment émotionnel. Et surtout quand tu cherches à forcément apporter de la valeur d'un point de vue théorique, d'un point de vue éducatif, c'est là où en fait tu vas rencontrer encore plus de plafonds de verre parce que naturellement tu vas être confronté à des gens qui sont meilleurs que toi. Il y aura toujours des gens qui dans ton domaine connaîtront plus de choses que toi, tu auras toujours des scientifiques qui sauront plus de choses sur ton domaine que toi et forcément tu vas être limité. Forcément quand tu vas te comparer d'un point de vue purement théorique, éducatif à une autre personne, bah en fait, tu vas plafonner, tu vas te rendre compte qu'il y a meilleur que toi, tu vas être toujours dans la comparaison, tu vas toujours te sentir inférieur, alors que quand on parle de vraiment toi, qui tu es, ce que tu as vécu, pardon, mais ça c'est incomparable, chacun a son expérience, chacun a son vécu, et si tu t'identifies à ce que je te raconte, c'est que toi-même tu partages des choses en commun, que ce soit la vision de la vie, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit ma manière d'être beaucoup dans l'action comme ça, enfin c'est qu'on a des choses en commun dans lesquelles tu t'identifies, mais peut-être que quelqu'un qui fait un podcast exactement sur les mêmes sujets, mais qui n'a pas voyager autant, qui a pas justement ce côté je sors de ma zone de confort, elle aura beau aborder les mêmes sujets, ça aura pas du tout la même résonance et potentiellement tu vas moins t'identifier et tu vas pas l'écouter toutes les semaines. Et nous qui souffrons toutes un petit peu de ce syndrome de l'imposteur et de ce manque de légitimité, je trouve que de se rendre compte qu'en fait on n'a pas besoin de lire 70 bouquins pour construire notre légitimité, ça fait vachement de bien, genre ça enlève vraiment une certaine pression. Le deuxième aspect qui a vraiment changé mon rapport au regard des autres et à la peur du jugement, c'est le fait d'avoir travaillé sur mon rapport à moi-même et notamment à mon physique. Je pense que toute femme du coup va se reconnaître dans ce que je vais partager et là du coup c'est quelque chose de très très personnel. Parce que pour être honnête avec vous, j'ai toujours eu un rapport avec moi et mon physique et le miroir qui n'était pas très sain, notamment au début de ce podcast. Au début du podcast, c'était une période pour être honnête qui était très compliquée aussi pour moi. Alors ça a toujours été un peu bancal, mais à ce moment-là, je me rappelle que c'était particulièrement compliqué de me voir en vidéo et tout. Et aujourd'hui, j'en suis à naturellement me filmer, à poster mes vidéos sur YouTube, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc là encore, il y a eu un gros cheminement qui effectivement me permet d'être aujourd'hui aussi plus à l'aise devant la caméra, plus à l'aise à l'idée d'être vue par des gens, à l'idée d'être reconnue et à l'idée potentiellement aussi d'être critiquée. Ce qui m'a vraiment permis de changer ce rapport à moi et à mon physique, c'est de venir du coup
comprendre ce qui se cachait derrière, ça a été vraiment le sujet d'une séance entière de coaching avec Morgane, où je me suis rendu compte de l'importance et de la place du coup que je mettais dans mon physique. Pour moi, en gros, ma valeur en tant que personne, pas en tant qu'entrepreneur, vraiment ma valeur en tant que personne dépendait de mon physique. Et ça peut paraître dit comme ça, mais c'est vraiment une croyance que j'avais construite à travers le collège et à travers le lycée, parce que pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que pour moi, j'ai jamais eu vraiment les codes. Vraiment, j'étais dans un collège de campagne avec des parents qui m'avaient jamais mis devant des magazines People, devant la télé ou quoi que ce soit. Et donc, j'avais pas forcément les codes. Et quand j'ai compris un jour que pour plaire aux garçons, il fallait du coup avoir un beau physique, et du coup, j'ai tout misé là-dessus. Enfin, j'ai vraiment fait un shift de OK, si tu veux être vu et reconnu par les garçons, si tu veux leur plaire, si tu veux être vu et reconnu juste dans l'enceinte du lycée, il faut travailler ton physique. Et à ce moment-là, c'était du coup aller à la salle de sport, avoir des grosses fesses, avoir des jambes fines, avoir des gros seins. Alors ça n'avait rien à voir avec la muscu, mais il y avait vraiment ce côté, le physique a vraiment une importance. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué au lycée. Une des premières choses qu'on m'avait dit quand j'étais arrivée dans le lycée, c'était tu vois, elle est reconnue pour ça, elle c'est la plus jolie nana des lycéens, des secondes ou je sais pas quoi, elle est reconnue pour ça, et c'était que des critères physiques. Alors moi qui étais en train de comprendre les codes à ce moment-là, je me suis dit mais en fait tout est basé sur le physique. Et donc c'est vraiment la croyance que j'ai développée et qui m'a suivie jusqu'à aujourd'hui. Alors je sais que le rapport au physique, à notre corps, etc., il est très propre à chacune, et c'est pour ça que là j'ai plus envie de te partager 3 juste réflexions, prise de conscience qui m'ont permis aussi de faire évoluer mon point de vue sur mon physique, genre de vraiment arrêter d'associer ma valeur personnelle à mon physique. Et je dis pas que ça va te révolutionner la vie, je dis juste que peut-être que ça va te permettre aussi de prendre un petit peu de distance. C'est le genre de sujet qui est hyper profond, qui touche à l'alimentation, qui peut toucher à des troubles autres, à des trucs très psychologiques et tout. Donc j'ai pas envie que tu prennes ce que je te dis comme argent comptant en mode tu vas retrouver vraiment un bon rapport grâce à ces 3 clés. C'est vraiment pas du tout ce que je prône. Je dis juste que moi, c'est quand même des choses 3 réflexions là qui m'ont permis de quand même de prendre du recul et de prendre de la distance, tu vois, pour vraiment me dire ok, je ne suis pas qu'un physique, genre j'ai une autre valeur à apporter que simplement être un physique. Ce qui est hyper important de comprendre, et je le répète souvent pendant mes coachings, c'est que on associe souvent le fait d'avoir un physique ou le fait d'avoir de l'argent à grâce à ça, j'arriverai à me montrer. Par exemple, c'est quand je me trouverai belle, quand j'aurai perdu 15 kilos, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, j'arriverai à être plus à l'aise, et du coup à ce moment-là, on me verra, on me reconnaîtra. J'ai encore une de mes coachées, alors elle, c'était pas sur le physique, mais c'était sur l'argent, qui me disait si j'avais eu plus d'argent en tant qu'enfant, ça m'aurait permis d'avoir plus de copains, du coup d'être plus reconnue, de faire ci, de faire ça. Peut-être factuellement, peut-être que oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que l'argent ou qu'est-ce que avoir un physique autre, ça t'aurait permis de faire. En quoi est-ce que toi, tu aurais été différente si tu avais eu, par exemple, un physique qui te convenait mieux? Et ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que c'est pas le physique qui fait la différence, mais c'est la confiance que tu en dégages. Prends typiquement un exemple de situation où des fois tu te trouves très jolie et des fois où c'est un peu plus compliqué. C'est quoi la différence entre les deux situations? C'est toi, c'est simplement toi et ton niveau de confiance. Quand tu vas te sentir à l'aise dans ton corps, dans les fringues que tu portes, quand tu vas te trouver un minimum jolie, tu vas avoir plus d'aisance à prendre la parole, à prendre ta place, tu vas avoir plus de facilité à faire des blagues aussi potentiellement. Et c'est ça qui va faire toute la différence, parce que tu vas du coup arriver à plus te montrer, tu vas oser faire plus de choses, tu vas plus interagir avec les gens. Et elle est là la vraie différence, elle n'est pas dans ton physique, elle est dans ton rapport à toi, parce que foncièrement ton physique, il n'aura pas changé. La seule chose qui change dans ces deux situations, c'est ton rapport à toi-même et donc comment tu interagis avec le monde et avec l'environnement autour de toi. Et de te rendre compte de ça, je trouve que ça permet vraiment dans les moments où on a de la difficulté à se voir dans le miroir, ou les périodes où on se trouve pas super jolie, surtout nous mesdames, en fonction de nos cycles, il y a des périodes vraiment où c'est compliqué de se voir dans le miroir. Et ça permet aussi de prendre de la distance et de se dire ok, là peut-être que effectivement je me plais pas dans le miroir, mais par contre regarde plus large, regarde ton aura. À ce moment-là vraiment c'est là que je t'amène à te focaliser, c'est regarde ton aura à ce moment-là. C'est quoi que tu as envie de dégager? Qu'est-ce que tu as envie de dégager? C'est quoi un peu la carte que tu as envie de sortir dans une certaine situation? Si par exemple tu vas à la boulangerie, il n'y a pas forcément d'enjeu, genre tu t'en fous en fait, genre tu demandes ton pain, fin de l'histoire. Par contre, si tu es dans une réunion avec d'autres entrepreneurs, genre dans un meeting où il y a plus de monde, etc., et l'idée c'est vraiment de se dire ok, genre là, comment j'ai envie de me sentir, quelle est l'aura que j'ai envie de dégager. Parce que les gens, ils vont être beaucoup plus sensibles à ton aura, ils vont être beaucoup plus sensibles à l'énergétique, genre à ton magnétisme, que à comment est-ce que tu
look. Comment est-ce que tu es physiquement? Parce que les gens, ils vont être beaucoup plus sensibles à l'énergétique, à toutes ces choses un peu imperceptibles qui sont du coup la confiance et qui font que tu dégages quelque chose de beaucoup plus imposant, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus confiant. C'est vraiment sur ça que les gens vont faire la différence. Ils vont pas être en mode ah elle est jolie ou elle est pas jolie. Bah non, c'est elle dégage quelque chose. On a tous des personnes un peu qu'on admire quand tu les prends sur le papier, c'est pas des canons de beauté. Ils ont pas tous un visage hyper symétrique, ils ont pas tous un sourire Colgate, mais pour autant ils dégagent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils dégagent à ce moment-là? C'est vraiment une aura, une énergie qui leur est propre et qui est travaillée, genre qui est confiante, qui est charismatique. Donc dans ces périodes où tu as du mal des fois à te regarder dans la glace, pense plus large que toi, genre prends toujours du recul et dis-toi ok, peut-être que là ce soir je me sens en 6 sur 10 dans mon corps, mais mon aura par contre elle change pas. Donc qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer comme image? Parce que forcément quand ton aura elle change, ton regard sur toi-même change aussi. Donc ça déjà c'est le premier aspect qui m'a permis de prendre de la distance. Le deuxième aspect c'est sur le rapport aussi à l'autre. C'est de se rendre compte qu'en fait les gens ils voient les choses en fonction de leur prisme et de ce que eux du coup valorisent. Et pour te donner un exemple, imagine que tu es dans une foule. Si toi tu fais attention au physique et je te dis ok repense à cette soirée là, qui était la personne la mieux habillée, tu vas forcément avoir un nom qui te vient en tête. Mais par contre si je te dis ok alors quelle était la personne la plus éloquente avec qui tu es parlé, et bien là, t'es pas sûr forcément d'avoir un nom à me donner. Parce que tu mettais à ce moment-là ton attention sur le physique et pas sur l'éloquence de la personne. Et le monde est complètement régi par ça. Genre notre vision du monde, la manière dont on interagit avec l'autre, c'est complètement régi par ça parce qu'on voit les choses sous notre prisme. Donc si quelqu'un vient te complimenter sur ton physique, c'est parce que lui, potentiellement aussi, valorise le physique. Mais ça veut pas dire que pour autant t'es pas intelligente, c'est juste que la personne en face ne valorise pas forcément l'intelligence. Typiquement, c'était complètement le cas quand j'étais au collège ou au lycée, où à ce moment-là, effectivement, c'était très porté sur le physique, il y avait beaucoup des histoires de réputation et compagnie, où à ce moment-là, on valorisait le physique, et donc c'est ce qu'on mettait en avant. Par contre, il y a peut-être des gens qui étaient un peu plus portés sur l'intellect, et qui du coup me reconnaissaient et te reconnaissaient, et en tout cas reconnaissaient les autres, comme quelqu'un de très intellectuel, et du coup venaient valoriser ça chez toi. Mais encore une fois, c'est juste une histoire de prisme. Donc garde en tête que quelle que soit la réflexion que les autres te font, ça parle forcément d'eux-mêmes. Ils valorisent chez les autres ce que eux ils regardent chez eux. Et de la même manière, toi tu vas valoriser chez les autres ce que tu regardes chez toi. Donc encore une fois, c'est juste une histoire de perspective. Et puis garde en tête, du coup c'est ma troisième réflexion, garde en tête que le physique c'est aussi la seule chose que des fois on accepte de montrer aux autres. On est dans une société où on porte aussi un masque sur beaucoup de choses, où c'est difficile de se montrer vulnérable. On est toujours à vouloir se montrer un peu parfait pour justement ne pas être critiqué. On est toujours du coup à porter un peu ce masque. Donc faut se dire que les personnes, quel que soit le niveau d'intimité que tu entretiens avec elles voient aussi que ce que tu acceptes de leur montrer. Et donc tu as des personnes qui vont te croiser dans la rue, elles vont seulement pouvoir valoriser ton physique parce que c'est la seule chose qu'elles connaissent de toi. Alors que tu as des personnes, au contraire, tu vas vraiment entretenir un lien avec elles et qui donc vraiment vont te connaître en profondeur. Mais donc, encore une fois, c'est une histoire de qu'est-ce que toi, tu autorises l'autre à voir, qu'est-ce que toi, tu t'autorises à montrer. Est-ce que tu t'autorises ta vulnérabilité? Est-ce que tu t'autorises à montrer tes émotions? Parce que si tu ne les montres pas, tu ne peux pas t'attendre à justement être reconnu pour ta transparence, pour ton honnêteté, pour ton authenticité, parce que potentiellement, c'est pas des choses que tu montres autant que tu aimerais en tout cas. Et d'avoir ces 3 réflexions en tête, ça me permet vraiment de prendre de la distance avec « Ok, je ne suis pas qu'un physique », mais du coup, ça lève la question de qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que toi, tu as envie d'être? Si ta valeur ne dépend pas de ton physique, si tu n'es pas qu'un physique, comment est-ce que tu as envie qu'on parle de toi? Et ça laisse un champ de possibilités énorme. En fait, la manière dont j'ai envie d'être reconnue aujourd'hui, c'est que j'ai envie d'être inspirante, j'ai envie d'être charismatique, j'ai envie de dire de moi que je suis quelqu'un qui passe à l'action, qui a peur de rien. Et j'ai envie qu'on dise de moi que je suis hyper drôle, que je suis hyper authentique, que je fais des bonnes vannes, que je fais bien à manger, etc. Et ça, du coup, est-ce que ça a de la valeur à tes yeux? Bah ouais, clairement. Genre ça, du coup, ma valeur, en fait, dépend de tous ces critères-là. Genre ma valeur ne repose pas que sur mon physique, mais repose sur un ensemble de critères. Mais d'avoir cette réflexion, ça me permet quand même de me rendre compte que j'ai de la valeur autrement que juste par de l'éducatif dont je vous parlais avant, et donc mon intellectuel, et par mon physique. Et donc de savoir que je suis pas qu'un cerveau et un corps, ça me permet de me rendre compte que j'ai de la valeur autrement, et surtout, j'ai de la valeur sur des choses que je valorise. Et je valorise typiquement tout ce qui est authenticité. Bah super, je suis hyper contente de savoir que j'arrive quand même à
être un minimum authentique. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, c'est que j'arrive à montrer du coup mon authenticité et ça, je le valorise. Et donc d'avoir cette multitude de piliers, ça me permet aussi de me dire que si je suis critiquée sur l'un de ces piliers-là, par exemple, si quelqu'un vient me dire écoute ma grande, moi je te trouve pas du tout assez drôle, ça permet de me dire ok, je suis peut-être pas assez drôle à tes yeux, encore une fois c'est ton avis, t'en fais bien ce que tu veux, mais du coup je sais que j'ai aussi de la valeur sur je suis quelqu'un d'hyper bienveillante, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un d'honnête, etc., etc. Et donc ça permet de prendre la distance avec la critique de l'autre et pas le prendre personnellement. Et la troisième chose sur laquelle j'ai travaillé du coup au courant de cette année qui a permis d'avoir un vrai avant-après en l'espace d'un an sur le podcast et sur du coup la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, c'est aussi de me rendre compte que en fait la critique des autres, j'avais surtout peur qu'elle vienne confirmer ce que je pensais à l'intérieur de moi. C'était plus pour ça que je la craignais que pour la critique en elle-même. J'avais peur en gros que les autres viennent confirmer ce que je pensais de moi-même parce que ça aurait été hyper inconfortable de dire attends, je pense que je suis nulle et en plus les autres me confirment que je suis nulle, c'est hyper inconfortable et donc c'était plus de ça que j'avais peur plutôt que de leur critique en elle-même. Parce qu'une critique sur le papier, c'est pas forcément une critique, c'est juste un fait, enfin c'est quelqu'un qui te dit une affirmation. Toi que tu l'interprètes comme une critique, comme un jugement, c'est très propre à toi. Parce que tu peux la prendre en mode enfin, ok, c'est ta manière de voir les choses, enfin, fin de l'histoire, quoi. Il y a pas débat à avoir. Mais par contre, quand justement, tu as des petits soucis d'estime de toi, de confiance en toi, tu peux vraiment te dire, attends, il voit des choses que moi-même je vois, sur lesquelles je suis pas à l'aise. Il trouve que, en fait, je maîtrise peut-être pas assez ce sujet-là. Il trouve que je suis peut-être une imposture. Il trouve que je suis peut-être pas assez rigolote. En fait, il vient confirmer ce que je pense à l'intérieur de moi. Et ça, c'est hyper inconfortable. Et donc travailler ce pilier-là, ça touche qu'à l'amour de soi, au regard de soi, au discours qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, en gros au regard qu'on porte sur soi-même. Et pour venir travailler ça, pour moi, il n'y a pas de miracle, c'est juste de faire des choses qui viennent nous montrer nos talents, nous montrer qu'on est capable de faire les choses. Et ça a été seulement un travail de me prouver que je suis capable de faire les choses. Parce que vraiment, mon année 2025, j'en avais fait un épisode là-dessus, ça a été une année où où j'ai accompli mes plus grands rêves, où j'ai fait plein de choses qui me tenaient à cœur que en 25 ans avant, je n'avais jamais faites. Par exemple, je me suis reconvertie, je me suis formée dans un nouveau métier, j'ai lancé mon podcast, je suis partie à l'autre bout du monde toute seule, j'ai fait un jeûne de 1 semaine toute seule, j'ai signé mes premiers clients. Vraiment, juste, ça a été un ensemble de choses qui sont venues me prouver que attends, Hélène, tu te rends compte que tu as fait tout ça? Et souvent, on oublie qu'on a fait ces choses-là. Et c'est souvent dans les moments de down, quand tu es avec tes potes, quand tu es en train de leur dire écoute, en ce moment, je me sens pas trop bien, je me sens perdue, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Moi, j'ai vraiment une pote à chaque fois qui me dit mais attends, tu prends le temps là de regarder ce que tu as fait au cours des derniers mois? Tu prends le temps de regarder tout ce que tu as créé depuis en l'espace de un an et demi, ou même en l'espace de quelques mois? Reprends le temps de regarder quand même parce qu'il y a vraiment de la valeur, genre il y a vraiment de quoi être fier de soi, il y a vraiment matière à se prouver que tu es capable de faire les choses. Mais de me rendre compte en gros que je fais autant de choses et encore à l'heure actuelle, alors c'est peut-être pas des choses aussi tangibles, enfin je suis pas repartie à l'autre bout du monde entre temps, mais de me rendre compte juste qu'en fait je vis de mon activité alors qu'il y a un an je le faisais pas, que je trouve des clients, que j'aide mes clients, que j'ai lancé aujourd'hui une communauté, en fait de me rendre compte que encore aujourd'hui je crée plein de choses, mais ça n'a pas meilleure valeur, c'est pas meilleure preuve pour te montrer que tu es capable de faire les choses. Enfin, de juste te montrer que tu as de la valeur en fait. Genre, personne ne peut remettre ça en question. Genre, tant que toi tu te rends fier, mais personne ne peut venir te critiquer. Ou alors, à la limite, ils viennent te critiquer, mais ça ne t'atteint pas du tout. Vraiment, quand tu es fier de toi et quelqu'un te dit ouais, non, c'est pas ouf, désolé, en fait, t'as ce que tu penses, j'en ai rien à faire parce que actuellement, moi, je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai fait, je suis tellement fière de moi que personne ne peut me faire tomber de mon piédestal. Et même s'il y a des moments où tu te prends des murs, où vraiment des fois tu lances des projets, tu te casses la gueule, t'arrives à faire la part des choses de ok, attends, c'est pas moi en tant que personne qui suis critiquée ou qui suis nulle à ce moment-là, c'est juste factuel. Genre typiquement je repense à un atelier, mais vraiment il m'a marqué cet atelier, c'est que je l'ai lancé, je pensais qu'en 10 jours j'allais pouvoir remplir genre une dizaine de places. Mais ma grande, tu t'es pris pour Beyoncé, enfin tu t'es pris pour je ne sais qui là, une star qui avait pas besoin de faire la promotion de ses réseaux. En fait non, si tu voulais remplir ton atelier, il fallait t'y prendre au minimum 1 mois à l'avance, bien travailler et bien poser à plat ta stratégie de communication. Mais encore une fois, je l'ai pas vu comme un échec parce que c'est des leçons juste que j'ai apprises et dont je vais me resservir à l'avenir quand je vais faire d'autres ateliers et d'autres événements. Enfin, c'est de me rendre compte qu'en fait ma communication, ça se travaille avant et c'est pas juste tu débarques sur les réseaux et tout le monde vient te voir en mode on attendait tous ton atelier. Non ma grande, ça marche pas comme ça. Et d'en arriver à cette mentalité-là, je trouve que ça fait tout parce qu'aujourd'hui, mais le nombre de portes que je me prends, le nombre d'échecs que je cumule, mais que je ne prends pas personnellement, c'est incroyable. Enfin, je me dis, mais je teste des trucs
hyper régulièrement. Genre, je lance des projets, j'ai des idées, je les mets directement en place parce que j'ai pas peur du regard des autres, parce que je sais qu'aujourd'hui, on va me dire quelque chose, ça me passe au-dessus. Mais pas parce que je m'en fous de la vie des autres, mais juste parce que je sais que ça remet pas en question ma valeur. Donc, on me dit, Hélène, j'ai pas aimé que t'aies fait ça, ou peut-être que tu devrais faire ça et tout autrement. Ok, genre, franchement, je prends grave parce que je le prends vraiment comme un axe d'amélioration, mais à aucun moment je le prends personnellement. Et c'est pour ça, on prend la critique et le jugement des autres personnellement, on a peur de se montrer, on a peur d'être vu, parce qu'on va le prendre personnellement et que ça va venir toucher à notre valeur. Alors que quand tu prends de la distance et tu te dis, mais en fait, c'est pas moi qu'on remet en question, c'est juste ma manière d'avoir fait les choses, la manière dont j'ai mis en place ma stratégie de communication qui était pourrie des fesses et qui était foncièrement pourrie des fesses. Enfin, c'est vrai, elle était pas efficace dans mon cas. Bah, je le prends pas personnellement parce que c'est juste, bah, j'en apprends une leçon, quoi. Et le monde continue de tourner, la vie continue de se dérouler et ça ne remet rien en question sur ce que je vais accomplir dans ma vie. Alors effectivement, c'est les 3 piliers qui m'ont vraiment permis de prendre de la distance avec la peur et le jugement des autres. Pour autant, je vais pas vous mentir en vous disant que je suis pas 100% à l'aise encore aujourd'hui sur la peur du regard des autres. Enfin, elle reste quand même là. Aujourd'hui, je pense que j'ai dépassé dans la mesure où elle m'empêche plus de passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai aucun mal à faire les choses, à me casser la gueule, à être critiquée, parce que ça, vraiment, ça me passe au-dessus. Par contre, je sais qu'il y a encore des aspects sur lesquels je dois travailler parce que j'ai tellement peur des fois de la critique des autres que ça m'oblige à être dans le contrôle, enfin que je me force naturellement à être dans le contrôle, dans le perfectionnisme. Et c'est là où ça devient un vrai poison, un peu, ça devient une vraie contrainte parce que du coup, je suis toujours dans le faire, je suis toujours à contrôler. Et donc, c'est vraiment les prochaines étapes sur lesquelles je vais travailler et je vais vraiment mettre le focus là-dessus parce que, alors, je vous le confie à vous parce que vous êtes allés jusqu'au bout de cet épisode, mais je me rends compte effectivement combien ça me pèse en ce moment d'être toujours dans ce contrôle, dans cette recherche de perfectionnisme, que c'est trop de pression au quotidien. Et donc, je vais officiellement commencer une thérapie aussi à ce sujet-là. Donc, je pense que ça va m'aider sur plein de sujets. La nana est trop chouette, je l'ai encore eu au téléphone avant. Je pense qu'elle va beaucoup m'aider sur plein de sujets, que ça va être génial, mais pour le moment, du coup, je ne pouvais pas vous en dire plus. Je vous tiendrai au courant de comment ça évolue. Mais voilà, nouveau chapitre aussi qui commence. J'ai fait pas mal de thérapie dans ma vie et là, je sens que c'est un besoin. Je sens qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler et que la thérapie est la bonne solution pour m'aider là-dessus. Donc voilà, vous avez les oreilles de Serge qui dépassent. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'être venu jusqu'au bout et merci surtout d'être présent depuis 1 an. Merci pour votre engagement, merci pour votre fidélité, merci pour tout ça. Purée, c'est vrai que j'ai même pas commencé l'épisode en vous disant ça, mais merci pour tout en fait. Genre merci de me soutenir depuis 1 an parce que ce podcast c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et j'en serais pas là si ça faisait pas 1 an que j'avais vos retours, vos soutiens, vos conseils, vos commentaires, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs et tout. Si j'avais pas eu tout votre soutien, franchement, je n'aurais pas continué autant. Donc, merci 1000 fois à tous. Merci à toute personne qui écoute le podcast. Enfin, vous savez à quel point ça m'aide, à quel point ça me met en joie, à quel point genre ça compte pour moi. Je suis ravie d'entendre à chaque fois que vous trouvez de la valeur dans les épisodes, de savoir que ça résonne autant avec vous. Et c'est vraiment ça qui me pousse à continuer parce que quand je vois vos retours, je suis là, mais waouh, genre si je peux les aider, toutes ces personnes à ma manière, bah je m'en fous en fait. C'est ça en fait qui fait sens. Genre c'est juste là-dedans où je trouve le sens de faire ce podcast toutes les semaines et de prendre le temps de le monter, de mettre derrière la caméra, de mettre derrière le micro. Enfin, vraiment, il y a pas meilleur sens que de savoir que ça vous apporte quelque chose. Donc, je suis vraiment ravie. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à vous de m'avoir soutenu pendant 1 an déjà et j'espère vraiment que l'année qui arrive va être à vos côtés aussi, que vous allez m'avoir toutes les semaines dans vos oreilles. En tout cas, j'y compte bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.